Est-ce que vous avez une promesse que vous voudriez faire chacun à l'autre? Bravo. J'ai pas préparé mon texte. Une promesse qu'on ressorte la vidéo dans 6 mois et qu'on se dise est-ce que vous avez tenu la promesse? Est-ce que tu as envie de faire une promesse à Antoine? Bienvenue à la 11e émission de Startinov Inside. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe, de la team, parce que Alexis aime bien utiliser des termes anglophones. Mais on va quand même utiliser des mots français puisqu'on est en France, hein. Donc et donc nous allons parler de l'équipe aujourd'hui et je taquine un petit peu Alexis parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. On a inversé les rôles pour que ça soit pour changer un petit peu et donc ce n'est pas Alexis le grand maître qui va animer l'émission mais c'est moi-même. Vous ne me connaissez pas mais c'est pas grave. Donc j'ai pas le droit j'ai le droit de dire des choses comme ça. Mais t'as le droit de dire des choses comme ça, puis tu peux aussi te présenter. Est-ce qu'il faut qu'on refasse ou pas? Non, tu laisses. Ça, on va garder ça. Donc, vous ne me connaissez pas, mais moi, c'est Virginie. Je suis fondatrice du Potager d'à côté. Le Potager d'à côté, c'est une solution pour consommer local et de saison, éviter le gaspillage et créer du lien social. Voilà, ça, c'est placé. Et donc, je vais passer maintenant la main à Gaël pour qu'il nous explique d'où il vient, ce qu'il fait. Bonjour, donc moi Gaël Philippot, je suis avocat en droit social, donc je représente le cabinet Ten France, qui est un cabinet d'avocats sur Poitiers principalement, un cabinet d'une 60aine d'avocats spécialisés dans le droit d'entreprise. Donc tous les avocats du cabinet sont des avocats spécialisés dans une des matières du droit d'entreprise, donc droit fiscal, droit des sociétés, droit du travail, droit des contrats, etc. Et voilà, on travaille principalement donc, pour les entreprises, également pour les associations, les collectivités. Et voilà, c'est un cabinet d'experts du droit de l'entreprise. Et on a été ravis cette année de participer à la Startinov Academy. Bonjour, moi c'est Antoine Mako, je suis cofondateur de MySkills et je vais laisser David présenter la société juste après moi. Yes, donc moi c'est David Mété, donc pareil, je suis cofondateur de MySkills. MySkills c'est une solution qui vise à développer les soft skills pour tout ce qui est nouveau manager et nouveau chef de projet. Et on fait ça en orientant de la formation micro-learning ou formation de courte durée suite à des tests de personnalité. Voilà. Bonjour, moi c'est Alexis, je suis programme manager de Startinov Academy et chargé de mission performance au sein du SPN. Et je voulais dire que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans votre émission Virginie. C'est vraiment super sympa de votre part. C'est pour nous un honneur de vous avoir. J'en doute pas. Alexis. Bah oui, je sais. Ouais. Alors d'ailleurs, on tient à remercier Ten, effectivement, pour sa participation à Startinov Academy. On a eu la chance d'avoir une session de formation, en tout cas deux sessions de formation sur la partie droit social. Une sacrée... vraiment, c'était très intéressant. On a parlé de l'association, notamment. Voilà, Merci à toi Gaël et à Ten France en général pour le soutien à des start-upers qui essayent de se lancer, en tout cas qui se lancent et qui vont essayer par la suite de réussir. Oui, mais tu as raison Virginie de le rappeler, et Startinov, ça vit grâce à nos partenaires institutionnels, mais ça vit aussi et surtout grâce à nos sponsors sur cette nouvelle saison de Startinov Academy qui soutiennent financièrement le dispositif, mais qui apportent aussi en compétences pendant l'accélération. Et donc là, on a eu 2 workshops avec Gaël, avec Laurent Hed, spécialisé dans le droit des contrats, et avec Alexis Baudouin, avocat également spécialisé en propriété intellectuelle, qui sont intervenus tous les deux sur les 2 workshops. Oui, ce n'est pas qu'une vitrine, il y a vraiment du contenu et du contenu qui nous aide à avancer. Donc, nous allons parler de l'équipe. Dans les premiers mois d'activité, même j'ai envie de dire les premières années, l'équipe, c'est avant tout au départ des associés. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, hein. On attend un petit peu de générer assez d'activités pour ensuite pouvoir recruter. Donc les associés, c'est vraiment les piliers d'une jeune entreprise, de la start-up. On parle de l'équipe aujourd'hui, c'est un point crucial parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises pendant la saison de Startinov Academy.
c'est l'élément critique lorsqu'on va aller chercher des investisseurs. Donc voilà, c'était important de le rappeler. Les complémentarités, les personnalités, les investisseurs vont regarder tout ça. Vous deux, moi j'aimerais beaucoup que vous nous parliez un petit peu du contexte de votre rencontre et qu'est-ce qui vous a amené à finalement travailler ensemble sur MySkills avec un Z. L'histoire déjà, en fait, on est 3 cofondateurs. Okay. Au départ, de mon côté, j'avais une idée, je travaillais dans une entreprise. J'ai souhaité confronter cette idée à tout un écosystème d'entrepreneurs, donc je suis allé à des événements d'entrepreneurs dans la ville où j'habite, en l'occurrence Bordeaux. Et assez rapidement, j'ai rencontré Cédric, qui est le 3e cofondateur, qui avait à peu près la même idée. Donc ensemble, on s'est revus quelques fois, on a participé à d'autres événements d'entrepreneurs, on a fait évoluer cette idée, on a pu candidater à Startinov et on a été sélectionné. Et c'est là que tout s'est accéléré parce que on a commencé à mieux travailler ensemble, beaucoup plus travailler ensemble. On a participé à plusieurs workshops, on a appris pas mal de choses. Et on est arrivé dans une étape où soit on continue de travailler dans notre entreprise, soit on quittait notre job. En l'occurrence, j'ai pu le quitter. Ça nous a fait beaucoup plus de temps de travail sur le projet. Et c'est là qu'on a rencontré Antoine dans un autre événement entrepreneur. Et je te laisse raconter comment on s'est rencontrés et pourquoi. Oui, déjà, c'est vrai que c'était un événement qui était parfait pour ce qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'il avait vocation à mettre en relation des porteurs de projets avec des gens qui souhaitaient entreprendre. Donc c'était typiquement notre cas. Et donc moi, j'ai rencontré pas mal de gens, pareil, dans des réseaux d'entrepreneurs, dans différents événements, mais je cherchais vraiment des personnes avec qui m'associer, avec qui j'avais besoin de sentir un feeling vraiment particulier, en plus de l'idée, limite, que le projet, on va dire, le projet est évidemment important, il faut être séduit et convaincu, sinon on peut pas le porter. Mais c'est clairement pas suffisant, en tout cas pour moi, j'avais vraiment besoin de ressentir ce feeling, donc j'allais pouvoir travailler avec ces personnes-là, faire confiance, et même au-delà des compétences qu'on pouvait s'apporter, c'est vraiment cette question de feeling, de personnalité, de sentir que on a envie des mêmes choses et que qu'on porte les mêmes valeurs. C'était donc du coup une belle rencontre qui fait qu'aujourd'hui on travaille main dans la main pour essayer d'aller le plus loin possible avec MySkills. C'est chouette. Moi, je trouve ça génial de voir que vous êtes rencontrés. C'est un peu un genre de mythique, au final, pour les entrepreneurs. Non, c'est pas ça. Non, justement, tu vois, quand j'avais ce projet au tout début, je m'étais dit, je mets mon idée en ligne sur des sites justement un peu mythiques pour entrepreneurs où tu vas rencontrer d'autres cofondateurs. Et en fait, je me suis rendu compte, de 1, ça marche pas trop. Et de 2, en fait, ce qui est le plus important, c'est pas tant les compétences ou est-ce que la personne coche les cases, mais c'est est-ce qu'il y a le feeling qui est là, tu vois. Et en fait, ça, tu ne l'as pas sur Internet. Clairement, tu l'as qu'en rendez-vous, quand en événement, etc. Et tu rencontres des gens dans un événement qui est un peu festif, où tu discutes, etc. Et tu ressens beaucoup plus les personnes. Et là, tu sais s'il y a quelque chose. Et après, au bout de 2-3 fois où tu te revois, tu sais s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble ou pas, quoi. Et tu vois, si on a des jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui ont des projets qui nous regardent et qui sont seuls, je trouve que peut-être que une des premières démarches, c'est de voir si ce genre d'événement existe autour. Ouais. Parce qu'on l'a dit et du coup on le redit, entreprendre, c'est pas simple. Avoir une personne à côté de soi pour se motiver et avancer, c'est bien. Et au vu des investisseurs, c'est encore mieux d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc c'est un contexte un peu particulier. Mais puisqu'en fait souvent on a des personnes qui s'associent, ce sont des personnes qui sont parents ou alors les meilleurs amis ou voilà, c'est souvent ces schémas-là. Et du coup je me rappelle très bien dans la session qu'avait fait Ten France, que tu avais fait Gaël, il y avait Laurent aussi je crois, vous avez parlé de mariage presque, et j'aime bien l'image parce que vous avez rappelé l'importance des points légaux, en fait, du cadre juridique au fait d'être associé, qu'est-ce que ça impliquait, et même avant la structure juridique, c'est-à-dire la création de la société. Et peut-être qu'on peut le rappeler pour les gens qui nous regardent.
Tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis, quand tu as parlé tout à l'heure de l'équipe, enfin, tu as employé plusieurs mots, équipe, associé, etc. Et justement, avec Laurent Hed, donc, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est le droit des contrats et le droit des sociétés, on a bien voulu insister sur la différence entre ce qu'est un associé et ce qu'est un salarié. Puisque l'équipe, c'est pas forcément que des associés. Et ça peut aussi être un travers de dire, voilà, on crée un projet de zéro et puis on va tous s'associer. Et puis on peut se retrouver à 2, 3, 4, 5, 6 associés. Et en fait, l'association, c'est quelque chose de bien particulier. Un associé, c'est un copropriétaire de l'entreprise et quelqu'un qui va participer à sa direction et qui d'ailleurs n'a pas forcément vocation non plus à une rémunération fixe, puisque les associés sont rémunérés aussi en fonction des parts sociales dont ils détiennent dans la structure. Contrairement à un salarié qui, lui, n'est pas propriétaire de la société, de l'entreprise dans laquelle il intervient, qui, lui, on le recrute pour accomplir une prestation intellectuelle, prestation de travail, peu importe, et qui, lui, a droit à sa rémunération, mais n'a pas droit non plus aux plus-values qu'il peut y avoir derrière sur, par exemple, la revente de la société. Donc, vraiment, à ne pas se tromper, c'était vraiment le but de l'intervention, et si on a fait cette intervention en commun avec Laurent Hed, c'était vraiment pour montrer ça. Sur une entreprise qui tourne, les choses sont assez faciles, mais au démarrage d'un projet, on rencontre quelqu'un, le porteur de l'idée initiale va rencontrer quelqu'un d'autre, et on va dire, oui, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Ouais, mais est-ce qu'on le fait en tant qu'associé? Et si on le fait en tant qu'associé, est-ce qu'on est à égalité, pas à égalité? Enfin, qu'est-ce qui prévaut entre l'apport de l'idée, l'apport de l'argent, l'apport de tout ce qu'on peut imaginer? Ou est-ce qu'on le fait en disant je suis le porteur, je vais donc être le dirigeant de la structure et j'achète entre guillemets ta compétence et je t'embauche comme salarié. Donc ce sont des différences qui sont fondamentales et des questions qu'on ne se pose pas forcément, pas suffisamment au démarrage d'une société ou d'une structure type start-up. Et justement, quels sont les conseils que tu donnerais à des futurs créateurs de start-up ou de toute entreprise par ailleurs, à quel moment tu veux dire tiens, je vais m'associer ou on va s'associer, et à quel moment je vais privilégier la voie du salariat pour ce type de collaborateur? Parce qu'on voit on sait que c'est deux droits différents, on sait que c'est des contrats qui sont spécifiques, mais souvent les créateurs d'entreprises, ils hésitent. Quelle est la meilleure solution? L'association, c'est facile, on n'a pas d'argent, donc on propose d'être associé. Mais est-ce que c'est pas un danger pour l'avenir? Moi, je crois que c'est au tout démarrage qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire quand le projet se fait en commun, 2-3 personnes qui se mettent en commun dès le départ pour faire un projet, on peut estimer que ces 3 personnes-là sont associées. Et là, il y a des questions à se poser sur si on crée une société, le pourcentage de capital que détient chacun, etc. Mais quand le projet évolue au fur et à mesure, comme très souvent, il y a quelqu'un qui a l'idée, on part sur un projet et puis on le construit. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se poser la question en disant le partenaire, je vais l'appeler comme ça, le partenaire avec lequel je vais travailler, est-ce que j'ai vocation à m'associer avec lui, on va partir ensemble sur la même galère, c'est-à-dire que si l'entreprise ne marche pas, on ne sera pas payé ni l'un ni l'autre, et si l'entreprise marche bien, on gagnera bien notre vie tous les deux, et si on revend un jour la société, on se partagera la plus-value. C'est vraiment une dynamique et une logique spécifique, contrairement à un salarié qui, lui, a un salaire pour accomplir un travail, ce qui n'empêche pas que le salarié peut aussi être intéressé au résultat de l'entreprise. Il y a tout un tas de systèmes, de primes, d'accords d'intéressement, on peut imaginer tout un tas de dispositifs. Mais au démarrage, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est mon associé ou est-ce que c'est mon salarié? Voilà, c'est vraiment des éléments différents, des logiques différentes. Et ce que l'on rencontre aussi parfois, c'est que vous faites les deux. C'est-à-dire qu'on s'associe et on fait aussi un contrat de travail. Alors ça peut, pourquoi pas, quand c'est bien réfléchi, mais quand c'est pas suffisamment bien réfléchi, en fait, on peut aussi avoir les avantages, mais aussi les inconvénients des deux statuts. C'est-à-dire que les deux droits s'appliquent, et dans l'hypothèse où ça se passe mal, puisque les avocats sont aussi là pour penser au cas où ça se passe mal, il y a 2 ruptures à faire. Il y a une rupture du contrat de travail à faire et puis une rupture du contrat d'association avec le rachat des parts, etc. Et puis les 2 droits, comme tu dis, c'est les inconvénients des 2 droits, et des fois les bénéfices d'un droit peuvent annuler les bénéfices de l'autre droit. 2 droits différents, 2 tribunaux différents, le Conseil des prud'hommes d'un côté ou le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance de l'autre côté. Donc oui, beaucoup de complexité. Donc
Donc il faut se poser les questions le plus vite possible, et je crois qu'il faut prendre conseil, je ne prêche pas forcément pour la paroisse, mais peu importe, en tout cas, il faut prendre conseil. Nous, ce qu'on a fait avec Laurent L, c'est d'essayer de vous sensibiliser un petit peu sur ces questions-là, en tout cas vous amener à vous poser les bonnes questions en vous expliquant les incidences que peuvent avoir les décisions prises. Bon, ils sont juste ensemble, on ne va pas parler de rupture tout de suite. Justement, qu'est-ce qui a fait à quel moment vous avez su que vous étiez faits l'un pour l'autre? On reste sur la thématique musique. Alors on a dit que c'était un mariage, donc jusqu'au le divorce. Voilà. Vous avez le droit d'avoir des vies privées. Non mais vous avez parlé de feeling. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur finalement, un point qui a attiré votre attention. Donc, vous avez quand même regardé la complémentarité je dirais le fait compétences. Il réfléchit, il était sensibilisé à la problématique, très important. Enfin, tu peux pas porter un projet pendant plusieurs années comme ça sans être sensibilisé. Et sensibilisé. Et puis après, il y avait un bon feeling entre nous. Alors, l'exprimer, c'est compliqué, mais je sais pas, tu le ressens quoi. Enfin, tu sais que si cette personne-là, tu peux discuter avec et être transparent avec elle. Parce que là, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est avoir confiance en l'autre. Et tu le ressens assez vite. Je sais pas comment le formuler autrement, mais je pense que cette confiance. Après, moi, je me souviens effectivement du premier jour. Enfin, on s'est rencontrés et on a discuté assez longuement d'ailleurs. Et c'était vraiment sur des notions de valeurs, sachant que notre projet en plus porte certaines valeurs, justement, d'essayer de promouvoir le bien-être au travail, d'améliorer la qualité de vie au travail. Et voilà, on avait besoin de sentir que c'était quelque chose. En tout cas, moi j'ai senti que c'était vraiment partagé, évidemment, vu qu'il portait ce projet-là. Et c'était moi ce type de projet-là que je cherchais aussi. Et du coup, ce type de personne. Donc déjà, ça a commencé là. Et après, effectivement, quand on a commencé à réfléchir, notamment pour des arguments auprès de structures d'accompagnement ou d'investisseurs, justement, quels seraient les avantages de notre équipe, notre complémentarité. Et en fait, assez naturellement, on a vu justement des complémentarités qui étaient intéressantes, qu'on avait pu expérimenter déjà dans les premières phases de travail qu'on avait fait ensemble. Donc c'était bien réfléchi. C'était bien réfléchi. Vaut mieux, quand tu prends un associé sur un projet, tu sais que tu vas l'avoir pendant pas mal de temps, parce qu'il possède une partie de la boîte. Donc, vaut mieux pas aller trop vite, quoi. Tu avais participé à la session de... On a écouté les arguments. Est-ce que vous êtes arrivé justement à parler de ces sujets qui fâchent? Oui. Assez tôt, tu parles de tout ce qui est pourcentage de la boîte, etc. Exactement. En fait, je crois qu'on les a eu dès la deuxième fois qu'on s'est vu. Et par rapport aux compétences, je pense que quand tu montes ta boîte, il faut être conscient de tes forces et de tes faiblesses. Et donc très naturellement, tu vois, en l'occurrence, on pourrait croire que c'est moi qui ai plus de part vu que j'ai lancé le projet au début. Pas du tout. Parce que j'ai tout à fait conscience de mes forces et de mes faiblesses. Et je sais qu'Antoine a beaucoup plus la posture de leader cette boîte dans sa stratégie que moi. Et donc c'est beaucoup plus logique qu'il ait plus de part. Il faut être transparent là-dessus. Et toi, tu es là pour amener par rapport à une problématique, amener des solutions. Maintenant, ton intérêt c'est que ça fonctionne, l'intérêt de tout le monde c'est que ça fonctionne, et après il faut être conscient de ça et trouver le meilleur compromis pour tout le monde pour que ça avance, quoi. Donc, si tu fais partie de la boîte, c'est pas parce que toi t'es arrivé 6 mois plus tôt que tu dois avoir plus de parts, non. Ça peut se rétribuer autrement d'ailleurs, de toute façon, et puis là l'intérêt c'est que la boîte elle avance et qu'elle se lance, donc après chacun se positionne là où il se sent plus à l'aise. C'est un mini SWOT interne en fait. Ouais, oui, on peut dire ça comme ça. Il faut être assez humble pour pouvoir le faire, ça. Accepter de dire ses forces et ses faiblesses. Je pense que c'est un. Et puis il faut surtout tomber d'accord sur les forces et les faiblesses de son associé. En 3 saisons d'accélération au sein de Startinov, nous on a vu beaucoup de projets qui ont capoté parce que les fondateurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur sur la stratégie de l'entreprise, donc l'activité, le business, et 2, derrière ces moyens organisationnels et comment est-ce qu'on tombe d'accord sur un pourcentage de part de chacun, mais sur d'autres éléments un peu plus basiques même, tu vois. Et on a, sur un projet, moi je me souviens avec l'entrepreneur en résidence, sur un projet, on a passé l'accélération à essayer d'éteindre le feu entre les accélérés, avant la fin de l'accélération, dire maintenant c'est fini, quoi. Nous, on considère que vous entendez pas, et que c'est un gros point de danger et de vigilance pour votre projet, donc on vous conseille d'arrêter tout de suite.
Bon, ils nous ont pas écoutés, ils ont arrêté 6 mois après, mais... Et là, c'est l'exemple type d'une association qui a toutes les chances de réussir, puisque clairement, vous vous êtes posé les questions au démarrage, de savoir qui apporte quoi, de savoir comment on s'organise, quelle structure juridique on monte, comment on se répartit les tâches et a priori aussi un objectif commun. Donc, après, moi je suis qu'avocat, sur le business c'est pas mon domaine, mais en tout cas sur le papier, vous avez mis en place toutes les dispositions qui permettent à une association de bien fonctionner. C'est vrai qu'en plus il y a toute la partie gouvernance, de prise de décision et tout ça qui est régie par l'actionnariat, la répartition de l'actionnariat. Donc c'était aussi ça qui a dirigé notre réflexion et nous a aidé après de prendre nos décisions aussi sur la répartition. En fait, ce qu'on observe, c'est que dans ce milieu start-up, les projets naissent dans des collectifs, sur des événements, alors dans des rencontres comme celle-ci, dans des start-up week-ends, dans des hackathons, sur des salons. Les projets naissent d'une force, de l'observation d'une problématique, de l'envie de changer le monde, entre guillemets, de manière un petit peu naïve. Et parfois, on oublie que, au bout d'un moment, ça devient forcément une entreprise qui a cette activité, et que l'un des deux cadres d'association, que ça soit donc le droit des contrats, l'association classique au sens de l'entreprise, ou alors le droit du travail, doit s'appliquer, et que même si on a des volontés très utopistes, naïves, où on est très courageux, très dynamique, on a envie de faire plein de choses, il y a un cadre qui doit s'appliquer et on doit le respecter. Et sinon, on va dans le mur. Et surtout, c'est la bonne transposition de cette philosophie et du projet qui est hyper importante et qu'il faut faire de manière fine pour assurer la pérennité du projet, en fait, de l'entreprise. Sinon, ça va dans le mur. Voilà, donc on l'a dit, l'équipe, c'est un élément crucial pour les investisseurs et pour la bonne continuité d'un projet. C'est à la fois... un bon outil et en même temps ce qui peut arrêter, en fait, écourter pourtant un beau projet. Tu l'as vu. Nous on l'a vécu, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 choses propres au fonctionnement de la team. Un, c'est la disponibilité. Il faut tomber d'accord avec son associé. Quelle est ta disponibilité? Quel est le temps que tu vas consacrer au travail, à l'émergence et à la croissance de notre start-up? Et souvent, on dit en fait je vais être disponible, et parce qu'on doit manger à côté et qu'une start-up ça ramène pas d'argent, en tout cas au début, parce qu'on doit manger, et tu vois, je te vois acquiescer à côté, l'équipe elle capote comme ça en fait. Tu vois, le manque de dispo. L'autre sujet, c'est être capable de convaincre les investisseurs, être capable que on a les compétences techniques, être capable qu'on a les compétences commerciales, ou en tout cas qu'on va aller chercher ses utilisateurs. Et ça, c'est vraiment primordial. Être capable de convaincre les acteurs institutionnels de nous soutenir dans les premiers mois où c'est tellement difficile d'aller vendre et d'avoir la légitimité du marché. Et 3, c'est le réseau. Quel est le réseau de l'entreprise? Donc c'est pour ça qu'un accélérateur est aussi là pour ouvrir ses portes. Ouvrir le réseau, aller chercher ses sponsors, aller chercher ses partenaires, apporter cette légitimité et cette crédibilité que la start-up elle est en train de construire. Et si ces 3 éléments manquent dans la composition de la team, tout de suite tu augmentes d'autant le risque d'aller dans le mur. Alors tu parlais de disponibilité, c'était le premier point. Justement, comment ça se passe entre vous? Quelle est votre relation au jour le jour? De quelle façon vous travaillez? Alors, déjà, nous, pour mettre les choses à plat, on a tous les deux arrêté notre activité professionnelle, donc on a 100% sur le projet. Okay. Ça, aujourd'hui, il faut être honnête, en France, on a beaucoup de chance de pouvoir quitter nos emplois en touchant un chômage qui nous permet de vivre pendant quelques mois, quelques années, en l'occurrence maximum 2 ans, pour lancer sa boîte. Ça, c'est top. Après, comment on s'organise? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de bureau. Donc c'est assez complexe, on travaille de chez nous et on se fait des calls matin et après-midi suivant nos disponibilités. Et on s'organise comme ça. Parfois on se voit également quand on a besoin sur des sujets spécifiques pour travailler ensemble. Mais voilà, on travaille quand même principalement de chez nous, le temps de trouver des bureaux. Donc c'est quand même c'est tous les jours, quoi. C'est plusieurs fois par jour. On s'appelle plusieurs fois par jour. Ouais. Donc, voilà. Ce qui vous permet. On est mariés l'un à l'autre. Ce qui vous permet d'avancer et d'être efficace. Et est-ce que vous arrivez, donc du coup, pour continuer sur la méthode de travail en équipe, quand on est associé dans une start-up,
Est-ce que vous mettez des objectifs? Est-ce que vous regardez un petit peu la réalisation par rapport à ces objectifs et vous êtes capable, puisque vous êtes humble, de vous taper un petit peu sur les doigts pour dire attends mince là je suis pas arrivé à faire ce que je voulais, mais d'en parler et de trouver ensemble des solutions pour avancer. Enfin voilà, c'est des situations finalement d'entreprise et que vous avez connues par le passé. Et en mode start-up, est-ce que vous arrivez à maintenir ça? Parce que c'est quand même effectivement, on l'a beaucoup vécu en entreprise. Je dirais que voilà, moi en tout cas, ma relation avec les objectifs est très différente. C'est-à-dire qu'avant, je les subissais. Enfin non. Avant, tu les définissais et maintenant, on les subit beaucoup plus. C'est-à-dire que voilà, il y a les salons qui arrivent, on a des clients qui commencent à arriver, donc en fait, tu te cales à eux, quoi. Donc ces objectifs-là, tu les subis. Mais c'est pas plus grave que ça. Hein. Et après, en termes d'organisation, on s'est structuré avec des outils qui existent sur Internet. Comme ça, on s'est réparti le travail de cette façon-là. Et après, ça suit le cours. Je pense qu'on n'a pas encore eu à expérimenter des situations problématiques, on va dire, un peu comme tu décrivais. Après, c'est ce que je disais au début, notre projet il prône aussi la bienveillance en entreprise, etc. Donc on essaie de s'appliquer aussi ces principes à nous-mêmes. Et voilà, quand on fait des remarques, d'essayer d'être constructif, de pas être. C'est notre façon de travailler aussi, notre personnalité. Et heureusement, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu. Il n'y a pas eu de friction particulière sur des sujets où on n'a pas pu tenir nos engagements ou des choses comme ça. Donc, ce qui est important, c'est comme dans un couple, c'est le dialogue. La communication. C'est clair. Enfin, ça fait je tout. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alexis. Ce qui me fait sourire, c'est que je sais, des fois, quand on prend des extraits de cette émission ou de ce temps, on peut se demander si on est vraiment dans un temps professionnel, tu sais, ou dans des émissions type C'est mon choix, ou tu vois, des trucs comme ça. Et vous êtes que tous les deux ou vous avez recruté du personnel maintenant? Non, pour l'instant on n'est que deux à 100%. On a un comité stratégique avec qui on travaille, mais eux travaillent à côté, donc ils sont disponibles que par moment, donc on fait appel à eux de façon ponctuelle. Mais non, sinon on est deux à 100%. D'accord. Ce qui est déjà important, c'est que votre startup, votre projet est quand même assez jeune. Il avance très vite et vous avez déjà pris la décision d'arrêter vos activités professionnelles tous les deux pour vous consacrer à 100%. Au regard d'un investisseur, c'est important. Ça veut dire que vous y croyez, ça veut dire que vous y dédiez du temps et donc de l'argent, puisque vous ne gagnez pas d'argent à côté. Donc c'est déjà de l'investissement. Et c'est un gage de confiance que vous apportez en faisant ça. En même temps, tu te mets à la place de l'investisseur. Si toi, tu vas le voir que tu es encore en poste et tu dis « Ouais, j'aimerais bien lever, 500 000 euros ou 1 million d'euros, mais je ne suis pas encore prêt à quitter mon travail, donc je quitterai mon travail que quand j'aurai levé de l'argent », l'investisseur il se dit ok, il n'est pas prêt à quitter son travail à l'instant T et pourquoi moi je mettrais 1 million d'euros sur la table. Donc il y a ça, je pense que une fois que nous on a eu l'opportunité de quitter notre emploi, une fois que tu as cette opportunité là et que tu sais que ce projet là il est construit, il est structuré, c'est pas juste une idée pseudo réfléchie, il faut y aller quoi. Il y a ça, mais aussi pour l'investisseur, le fait que vous soyez structuré. C'est aussi important. Vous êtes engagé en arrêtant vos emplois antérieurs, mais vous êtes structuré, vous êtes organisé et ça c'est rassurant aussi. Ouais, après c'est un travail de tous les jours où il faut se réorganiser un peu assez régulièrement, dans le sens où effectivement les échéances se rapprochent et du coup on repriorise, on réorganise, on revoit notre façon de travailler pour être plus efficient. Mais voilà, du coup il faut un peu se réinventer en permanence, mais c'est ça qui fait la joie aussi de l'expérience, je trouve. En termes d'organisation, nous, quand on a des porteurs de projets dans les accélérations qu'on mène, on a quelquefois des porteurs de projets qui sont seuls, qui sont à l'initiative de l'idée et qui sont seuls. Donc là, on leur conseille de faire, c'est de très tôt aller à la rencontre d'experts ou de mentors ou d'autres partenaires qui vont jouer ce rôle d'associés. C'est un peu les associés extérieurs. Et Virginie, toi, tu peux nous raconter ton expérience parce que c'est comme ça que tu as commencé dès le début, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé sur mon projet de création. Je suis rentrée en France. Honnêtement, je suis française, charentaise, mais j'ai passé 8 ans à l'étranger. Donc quand je suis revenue en France, je n'avais pas forcément de réseau entrepreneurial autour de moi. Mais en fait, assez rapidement, j'ai commencé à travailler seule sur mon projet, j'ai commencé l'étude de marché, mais très rapidement, je me suis rapprochée des structures d'accompagnement. Ça a été l'ADI au départ,
Et j'ai fait donc l'association pour le droit à l'initiative économique. Ça a été l'ADI qui m'a en fait envoyé vers d'autres réseaux d'accompagnement. Donc ensuite, j'ai été voir l'incubateur local. Et l'incubateur local, on a fini en fait l'étude de marché. Donc ensuite, je suis passée sur la recherche de financement. Et là, j'étais encore voir d'autres réseaux d'accompagnement. Ça a été le réseau Initiative, le réseau Entreprendre. Et en fait, il y a eu aussi les Cigales. Les Cigales, ce sont des épargnants solidaires qui aident au financement des projets locaux de type plutôt économie sociale solidaire. Et donc, je me suis entourée de personnes qui pouvaient, dans mon projet entrepreneurial, m'apporter. Donc, selon on va dire les phases, à chaque phase, j'ai eu un accompagnement qui était pertinent par rapport justement à la phase de développement. Donc, ça a été les Cigales au départ, et puis ensuite l'incubateur, et ensuite Réseau Entreprendre, et ensuite Startinov, et voilà. Et avec Startinov, je n'oublie pas mon mentor Benoît Dujardin qui m'aide sur toute la partie digitale, puisque en fait, dans le cadre du potager d'à côté, on travaille avec un outil qui est digital, même si c'est fait au service de l'humain, de l'anti-gaspi, etc. Mais on utilise un outil digital, et donc Benoît m'aide pour faire entendre nos messages avec un minimum de budget, donc notamment. Voilà. Donc je m'entoure d'experts. Après, j'ai entendu ce que vous avez dit. Finalement, entre nous, on apprend de ce que font les autres. Et c'est pas parce que, vous voyez, vous êtes dans la théorie, même dans la pratique, plus jeune que moi, plus jeune entreprise. Mais là, ce que vous avez, votre rencontre, moi, je n'avais pas connaissance de ce type de rencontre, et je trouve ça génial, et je vais certainement participer à une de ces rencontres à l'avenir pour rencontrer, pourquoi pas, mon deuxième moi. Et l'association n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, voilà. Piloter son entreprise seule, c'est aussi un choix d'organisation, et devoir décider, alors ça peut être accidentel, mais ça peut aussi décider de vouloir être le pilote de sa propre entreprise. Après, reste à s'entourer des bons prestataires et des bons conseils, etc., puisque la solitude peut quand même aussi mener les erreurs. Mais ça peut aussi être un choix et tout à fait défendable, y compris vis-à-vis des investisseurs, en disant c'est mon projet, c'est mon entreprise, je mène mon business. Et par contre, il faut être capable de démontrer que voilà, c'est réfléchi et qu'on s'est entouré des bons prestataires, que c'est assumé, et qu'on s'est entouré des bons prestataires, des bons conseils, puisque forcément on ne peut pas avoir toutes les compétences à soi tout seul. Voilà. C'est tout le paradoxe en fait, parce que un investisseur ou même un financeur public va toujours regarder la composition de l'équipe, si les compétences sont là, si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de faiblesse dans l'association, dans le maillage de l'équipe, et en même temps ils vont demander qui est le patron. Ils vont à chaque fois vérifier qu'il y a bien un leader, que c'est pas la cacophonie dans l'organisation. Et quand on vous demande, on est en train de préparer le pitch pour le démodé. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit pour le pitch, il est probable que je me demande qu'il n'y ait qu'une seule personne qui pitch. Pourquoi ? Parce que c'est aussi comme ça qu'on imprime la marque. C'est le leader qui pitch. Quand il y a trop de personnes qui pitchent, on a du mal, on perd l'attention des potentiels investisseurs qu'on a. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver, qui est voilà, il y a une bonne équipe qui est soudée, qui fonctionne bien, et puis en même temps il y a une direction, il y a un leader, même si souvent ça peut être collaboratif, mais voilà. Je sais pas, Gaël, peut-être que vous donnez un conseil vous sur la répartition de l'actionnariat. Non, il y a alors. D'abord, c'est pas mon domaine, moi c'est le droit du travail, ce serait plus le domaine de Laurent Hed. Mais je crois qu'il n'y a pas une bonne répartition et les autres mauvaises. Si c'était une formule mathématique, voilà, il n'y aurait même pas besoin de conseils. C'est véritablement en fonction du projet, en fonction de qui porte le projet, de son évolution souhaitée, de sa rentabilité, enfin de tout un tas d'éléments comme ça. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est même inquiétant si par exemple il y a 10 personnes dans un projet, que les 10 personnes soient associées, puisqu'effectivement après qui pilote, qui dirige, qui fait quoi, on le sait plus trop. Alors après le 50-50, c'est se faire confiance au départ, en disant c'est un peu comme le mariage, sous la forme de la communauté.
Après, une répartition avec un majoritaire et un ou plusieurs non majoritaires, c'est sûr que c'est peut-être plus rassurant pour la pérennité de l'entreprise, en disant s'il y a un problème, il y aura toujours quelqu'un qui sera en dernier lieu le décideur. Mais voilà, moi je peux vous citer plein d'entreprises où 2 associés sont à 50-50 depuis des années et des années, et ça se passe très bien. Et même des exemples de succession, hein, où on arrive à trouver un autre associé qui peut prendre la suite en raison d'un départ, de retraite ou autre. Donc non, il n'y a pas une bonne répartition. Il y a, je pense, au départ, bien réfléchir son projet, et vous le réfléchissez bien sur le plan du business, sur le plan du développement, etc., etc. Il faut, voilà, notre expertise et ce qu'on voulait vous apporter, c'était de dire, il faut aussi bien réfléchir en termes d'équipe, en termes de structuration de l'équipe. Qui fait quoi, qui apporte quoi, et qui se rémunère comment, et quels sont les statuts, hein, quel est le statut de chacun, statut d'associé, statut de gérant minoritaire ou majoritaire, de salarié, enfin tout ça, ce sont des choses qui se réfléchissent et qui sont fondamentales. Et puis parfois, il faut être dur. Il faut savoir dire stop ou savoir sortir un associé aussi. Et ça fait partie de la compétence des dirigeants, même si ça fait mal. Donc quand un projet démarre ensemble, c'était cohérent que vous soyez tous les 2 associés, mais quand un projet, par exemple comme Virginie, ton projet fonctionne déjà depuis un petit moment, si tu rencontres une personne avec laquelle tu as envie de travailler et d'évoluer, ce sera une vraie question à te poser, c'est-à-dire est-ce que j'associe cette nouvelle personne, est-ce que je m'associe véritablement à elle et je partage mon entreprise avec elle ? Peu importe si elle apporte de l'argent, si elle apporte de la compétence ou autre. Voilà, est-ce que ça devient mon associé ? Mais parce qu'associé, c'est des fois au sens courant du terme. Là, je parle de l'associé au sens juridique du terme. Hein. Est-ce que vraiment, on va devenir copropriétaire de l'entreprise et co-développeur de l'entreprise ? Ou est-ce que c'est plutôt un prestataire, hein, que je vais payer aux besoins ? Ou alors quelqu'un que j'embauche, qui devient salarié, et alors après qu'on rémunère au fixe, qu'on rémunère en fonction de son apport ou des résultats de l'entreprise. Enfin, après, il y a 1000 choses possibles, mais au départ, comment conçois-tu cette personne, voilà, est-ce que dans ton projet, quelle part elle prend et quel statut elle a ? C'est fondamental. Oui, j'ai tellement été sensibilisée au sujet que je prends pas mal de précautions. Après, voilà, on parle, il faut adhérer effectivement à la mission, aux valeurs. Et voilà, moi, par rapport à toutes les valeurs que je prône, il faut que, quand je parle de 2e mois, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste qu'il faut que la personne elle soit en phase avec tout le projet de A à Z, et ça part de la vie pro, même de la vie privée quelque part. Tu vois, ça va jusque-là. Mais bon. Puis la vision aussi, qu'est-ce qu'on veut en faire, où est-ce qu'on veut l'amener, pour combien de temps, entre guillemets, enfin quel est l'objectif, est-ce que c'est de revendre, d'en faire son activité pendant des dizaines d'années, enfin voilà, il y a plein il faut avoir aussi les mêmes envies et que ça soit partagé, quoi. Bon, il y a une question de moyens au départ, aussi sur le salariat. Oui, mais c'est ça le biais, parce que tiens, tu vas travailler avec moi, tu vas avoir 10 ou 15 ou 20 ou 30% de mon entreprise, parce que ce que tu apportes, ça doit être rémunéré, mais aujourd'hui, je ne peux pas le payer. Alors que souvent, dans nos startups, c'est le moyen d'acheter une compétence technique, hein, pour un certain temps, pour un certain produit. Mais c'est ça l'erreur. C'est se planter. C'est acheter, c'est prendre une dette. Ce moyen, l'association pour acheter une compétence technique, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution. Je dis juste qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte tout ce qu'on a évoqué un peu avant, parce que c'est contracter une dette qui, des fois, est hyper difficile à rembourser. Et faire rentrer quelqu'un dans sa stratégie, dans sa gouvernance, juste pour acheter de la presta, ça peut être une erreur qui fait capoter un projet. Nous, on est exactement dans cette problématique en ce moment. On cherche un développeur web pour accélérer sur la production de notre MVP, parce que notre proto tourne maintenant, il faudrait l'industrialiser un peu plus et concentrer les applications. Et effectivement, on se pose cette question, c'est-à-dire qu'on a rencontré quelques développeurs. Alors, l'avantage, c'est qu'à Bordeaux, il y a peut-être sûrement plus d'événements et plus de monde, du coup, on rencontre plus facilement les gens. Et en fait, les développeurs qu'on rencontre, ils sont l'association, je dis pas qu'ils s'en fichent, je dis juste que eux, de toute façon, ils savent qu'en entreprise, ils peuvent être payés des fortunes. Donc, même s'ils sont associés, ils veulent un salaire, ils veulent tirer de l'argent tout de suite.
Et donc là, on se pose beaucoup la question, ok, donc s'ils veulent un salaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les associer ? Et alors, si on les associe, on les paye un peu moins cher, certes, mais voilà, on se pose beaucoup cette question et donc voilà, on n'a pas de solution. Si on les associe, on les paye un peu moins cher. Ça veut dire que potentiellement, tu vas le payer 2 fois, 3 fois la non, prestation. Mais, droit du travail. C'est exactement pour ça. Vous n'avez pas fait vraiment la séparation des deux statuts. Et pour rebondir sur ce que disait Alexis, le choix du statut est fondamental. Et si on se trompe de statut, on peut aller dans le mur, que l'entreprise aille bien ou mal d'ailleurs. Parce que si elle se met à aller mal, effectivement, celui qui aura bossé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et qui n'aura pas été rémunéré à hauteur de ce qu'il a fait, va dire mais j'ai été roulé dans l'histoire. Parce que comme tu le disais, beaucoup de développeurs, ce qu'ils veulent aussi, eux, c'est un salaire. Normal. Et donc, effectivement, de dire je l'associe pour le payer moins cher, si le projet n'aboutit pas à ce qu'il devrait aboutir, il va s'estimer floué. Mais à l'inverse, si le projet marche bien, c'est vous qui, à un moment donné, allez vous dire je lui ai donné 15% du capital, ça valait pas grand-chose quand il est arrivé dans le projet. Maintenant, l'entreprise, elle vaut beaucoup. Et ces 15% de capital, aujourd'hui, j'ai même plus les moyens de les racheter, ou en tout cas, je vais les racheter à une valeur disproportionnée. Donc je cautionne tout à fait ce que dit Alexis, c'est-à-dire que déterminer le statut par rapport à la façon dont on va ou dont on peut rémunérer la personne, c'est pas le bon choix. Non, mais après, l'apport d'un associé, c'est pas, il y a ses compétences, sa prestation, mais il y a aussi justement sa vision. Notamment, être associé, c'est un entrepreneur. Voilà, il est co-entrepreneur avec vous. Donc, on cherche pas juste un développeur, on cherche quelqu'un qui va avoir une vraie vision technique, de stratégie, de savoir quelle technologie utiliser, comment les mettre en œuvre, etc. Et surtout quelqu'un qui va pouvoir s'impliquer dans la durée aussi. Donc c'est pas un simple salarié non plus. Au-delà de ce que tu disais, juste la prestation au final. Oui, non, mais dans sa tête à lui, qu'est-ce qu'il cherche ? Si ce qu'il cherche, c'est du salaire, c'est un salarié. C'est ce qu'il faut qu'on vérifie. Si ce qu'il se dit, moi le salaire c'est pas le plus important pour moi, ce que je veux c'est participer à un projet, développer avec vous, s'il développe un vrai discours entrepreneurial, alors là la question de l'association peut se poser. On est entièrement d'accord. Et je pense que c'est les questions qu'on se pose et on le voit demain, on verra. Oui. On verra tout ça. C'était une bonne préparation. Mais c'était intéressant de discuter. La mise en garde elle est bonne. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. On a des avis très contradictoires justement. Moi j'ai entendu effectivement un peu ton discours de dire attention, prendre un associé, notamment un profil technique, ça peut être tentant, mais il faut faire très attention. Juste il y a des garde-fous quoi. Et un statut peut évoluer. C'est-à-dire qu'on peut très bien recruter quelqu'un comme salarié parce qu'on a besoin de sa compétence technique. Moi, je serais tenté de dire que si ce qu'on cherche chez la personne, c'est sa compétence technique, on est plutôt sur du salariat ou de la prestation de service si c'est un indépendant. Et donc, pour moi, c'est plutôt du salariat. Et puis après, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'activité, si la personne, finalement, souhaite participer au développement du projet, au projet entrepreneurial, là, la question peut se poser et on peut... Alors, cumuler les deux statuts, mais cette fois de manière volontaire, ou alors changer, passer d'un statut à l'autre. On peut aussi, un salarié peut très bien devenir associé de l'entreprise dans laquelle il travaille depuis des années. Et on peut aussi imaginer des choses qui relèvent du droit des affaires pour rémunérer une prestation progressivement au regard du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'entreprise. Tu vois, on n'est pas obligé d'être non plus dans le droit du travail ou dans le droit des affaires, des contrats pour pouvoir imaginer une tierce solution. Alors je vous mets juste en garde contre le prestataire soi-disant indépendant et qui travaille à 100% pour une seule et même entreprise. On a bien compris. On a développé pas mal là-dessus. Je crois que tout ce qui est freelance et compagnie. Je crois que Uber a des soucis d'ailleurs. Alors, la grande courge me dit dans l'oreille qu'il faut expliquer en gros ce qu'on n'a pas le droit de faire avec un prestataire. Alors c'est pas la question de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. C'est que la définition d'un contrat de travail, c'est un salarié, une personne qui est liée à une entreprise sous un lien de subordination. Et la subordination, elle peut être juridique, elle peut être économique, elle peut être de plusieurs ordres. Et donc quand on a un travailleur indépendant qui a pu s'installer à titre, ça peut être ce qu'on appelle ça en freelance, mais ça peut être un auto-entrepreneur par exemple, s'il travaille pour 2, 3, 4, 10, 15 entreprises et si il ne
tire avec vous qu'une partie de son revenu, il n'y a pas de souci. En revanche, l'auto-entrepreneur, si c'est ce statut-là, qui va travailler à 100% pour une seule et même entreprise, un seul et même donneur d'ordre, on va dire, et qui va tirer la quasi-totalité de son revenu de cette entreprise-là, elle se retrouve sous un lien de subordination, à la fois juridique et économique, et c'est une relation qui peut être requalifiée en contrat de travail. Donc tant que tout se passe bien, ça peut très bien aller. Et puis le jour où il y a une difficulté, eh bien, on va en justice et le juge peut requalifier la relation en contrat de travail en considérant que ce n'était pas une prestation de service entre deux indépendants, mais il y avait bien un lien de subordination. Et donc là, les conséquences peuvent être lourdes, à la fois dans la relation entre les deux personnes, hein, puisque si la relation s'est arrêtée, c'est devenu un licenciement abusif, etc. Et puis il y a l'élément rémunération, et puis l'URSSAF qui vient derrière, les notions de cotisation, de rappel de charges, etc. Enfin, ça peut être lourd de conséquences. Donc c'est des fois des fausses protections. Quand ça va très bien entre les deux parties, l'URSSAF met aussi son nez dans l'affaire. Alors, l'URSSAF peut aussi découvrir le poteau rose directement. En général, c'est plutôt à l'occasion d'un litige ou d'un conflit que les choses arrivent. La dénonciation. Ça veut dire que nous, on doit s'assurer que lui a d'autres clients. Ouais. D'accord. Ouais, c'est important de le savoir. Hein. Mais pour la prestation, puisque si l'intérêt au départ... Est-ce que toi, Gaël, c'est vrai qu'on peut d'abord salarier et ensuite devenir associé. Mais il faut vraiment le nerf de la guerre pour la jeune entreprise, pour la start-up, c'est qu'elle n'a pas de moyens au départ. Donc c'est pour ça qu'on est tenté par l'association pour acheter quelque part, entre guillemets, la compétence. Et là, la mise en garde, c'est vrai qu'elle a tout son sens. Après, tu nous parles aussi dans le cadre de Start-Inov Academy de toutes les possibilités de financement, justement, de ces prestations. Ça nous évite le fait d'associer pour de mauvaises raisons et en même temps d'arriver quand même à avancer sur des parties qu'on n'arrive pas à traiter en interne. Et ce que tu as évoqué est vraiment une mauvaise raison. En disant je l'associe parce que j'ai pas les moyens de le payer, on est là clairement sur une mauvaise raison. Ça veut dire qu'a priori, il aurait plutôt vocation à être salarié. J'ai besoin de sa compétence, mais de sa compétence technique. J'ai pas besoin de lui pour manager et diriger l'entreprise, j'ai besoin de sa compétence technique. Donc, il a plutôt vocation à être salarié. Mais puisque je peux pas le payer, je vais le mettre comme associé. Mais le problème, c'est que même en tant qu'associé, il sera pas payé. Donc, si après tout se passe bien et qu'on peut lui racheter ses parts, ce sera, on peut dire, une forme de rémunération différée. Mais si 6 mois, 1 an, 2 ans après, on n'a toujours pas les moyens de le rétribuer, c'est ça qui va créer le litige. C'est-à-dire parce qu'on a voulu économiser de l'argent au début, alors peut-être de l'argent qu'on n'avait pas, je suis bien d'accord, mais du coup, on part sur une relation qui est forcément vouée à l'échec. Comme tu le disais, si un développeur, ce qu'il veut, lui, c'est gagner sa vie. Soit il est entrepreneur au fond de lui-même et il est prêt à, comme vous le faites vous, à gagner moins d'argent pour partir sur un projet, et là il a un profil associé. Si c'est quelqu'un qui a une compétence technique, qui sait que cette compétence technique vaut de l'argent et qu'il veut toucher le salaire correspondant, la commercialiser. L'association est clairement pas la bonne formule. Et encore une fois, si ça se passe bien, il va se retrouver à avoir des parts qui ont une valeur démesurée par rapport à ce qu'il a apporté dans l'entreprise. Et si 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'entreprise n'a toujours pas les moyens de le rétribuer d'une manière ou d'une autre, le litige, il est évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans pour rien, et ça, je ne peux pas l'accepter. Et ben voilà. Non, mais ça fait un cahier des charges. Tu vas venir avec nous demain? Non, mais ça confirme un peu ce qu'on se dit, et effectivement, comme tu disais, les bourses régionales aident aussi à éviter ce genre d'erreur et à partir d'une bonne condition et une bonne base pour se lancer, quoi. C'est ça. Bon, ça, c'est pour les premiers mois d'activité, voire les premières années. Après, vous allez recruter forcément des collaborateurs. Hein, non, voilà. Recruter, ouais. Recruter. Et vous, avec votre projet MySkills, vous êtes forcément, vous allez apporter de l'attention au fait au management de l'équipe, forcément. Donc, c'est quoi pour vous les clés de la réussite de votre équipe quand vous aurez 4, 5, 10, 20, 30 personnes qui vont travailler avec vous? 10 000. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Tout est dans la communication, en fait. Et j'en ai discuté avec vous à la fin du workshop. On discutait des problèmes que vous rencontriez en tant qu'avocat. Et en fait, je pense que 80%, 90% de vos problèmes, c'est de la communication, de la mauvaise communication entre les personnes. Là, c'est pareil. En fait, chaque personne a besoin d'un certain niveau de lecture de la problématique sur laquelle elle travaille et de la problématique que résout l'entreprise.
Et donc en fait après il suffit de l'expliquer et toujours bien expliquer ça prend du temps, mais ce sera notre travail. Et après il y a énormément de types d'organisations qui permettent de transmettre cette vision et cette organisation dans l'entreprise, de faire des points réguliers, etc. On va pas les détailler ici, mais clairement c'est loin d'être impossible à faire, quoi. Je crois qu'en fait elle voulait que tu vendes ton appli. Pardon. non, mais David il vient d'un grand groupe et on sait que cette communication, tu vois, à partir du moment où tu rajoutes des couches de management, tout se dilue un petit peu. Exactement. Et donc, la communication, la préserver, c'est pas si évident que ça. Parce que ça paraît évident de se dire, on a juste qu'à communiquer pour que ça se passe bien. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Plus tu rajoutes des strates hiérarchiques, plus ça dilue l'information. Et moins tu comprends ce que tu dois faire quand tu es en bas. Et puis surtout, après, entre les deux, ça peut faire téléphone arabe. Quand tu as des bonnes idées en bas, ça remonte pas forcément. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est limiter au maximum les organisations. Tout ce qui est holacratie, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, entreprise libérée, limiter le management, et donner des objectifs à chaque groupe ou équipe, et que les équipes soient presque autonomes les unes des autres. Ça peut être des pistes, je sais pas que c'est ce qu'on fera, mais ça dépendra des problématiques qu'on a à gérer au quotidien et de chaque équipe et de chaque personne. Après, que chacun comprenne ce qu'il doit faire, c'est ouais. des En tout cas, moi, c'est la vision que j'aurais maintenant. Comment il contribue plutôt que ce qu'il doit faire. Ouais. Moi, je vois un autre aspect aussi, c'est surtout la partie motivation et engagement qu'on peut avoir pour son entreprise. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, un salarié, c'est quelqu'un qui va être payé pour son apport, ses compétences et le travail qu'il effectue. Mais l'intérêt pour vraiment que l'entreprise en tire du profit, c'est que cette personne soit impliquée et vraiment envie d'aller aussi, de donner le meilleur d'elle-même. Et parce qu'entre deux salariés, même très compétents, celui qui va être motivé et intéressé, il va pas produire du tout la même chose que l'autre. Donc après, il y a des formes aussi d'intéressement, de choses comme ça auxquelles je crois beaucoup. Et ça passe aussi effectivement par le management au quotidien, en responsabilisant les gens, en les écoutant effectivement, de connaître leurs attentes et en essayant d'y répondre, qu'ils se sentent compris et bien dans l'entreprise. C'est ce qui permet qu'ils restent déjà dans la durée, donc du coup qu'on perde pas les compétences et surtout qu'ils soient impliqués et du coup performants. Donc c'est les deux aspects effectivement qui se complètent. Vu qu'on était beaucoup dans le couple, le mariage, est-ce que vous avez une promesse que vous voudriez faire chacun à l'autre? J'ai pas préparé mon texte. Une promesse qu'on ressorte la vidéo dans 6 mois et qu'on se dise est-ce que vous avez tenu la promesse? Est-ce que tu as envie de faire une promesse à Antoine et vice versa? Non, mais la promesse, c'est juste que je pense que la vision, on l'a tous les deux et chacun avec nos compétences, je suis sûr qu'on va tout donner pour y arriver, quoi. Oui, moi, je sais pas si c'est une vraie promesse, tu vois. Non, je un peu, mais... La promesse, ce serait effectivement de s'engager à tout faire pour que ça marche, que ce soit sur l'investissement de temps et puis sur les efforts qu'il faut faire et l'énergie qu'il faut y mettre. Et après, si on s'engage, même si en mettant toute la meilleure volonté du monde et toute l'énergie qu'on a, on n'y arrive pas, il y a peut-être 10 000 raisons qu'on n'était pas prêt ou qu'on a fait des erreurs, etc. Mais on n'aura pas de regrets si on a tout donné, au moins. Donc je pense que moi, je m'engagerai à ça et je pense que carrément. On est assez d'accord là-dessus. J'ai envie de vous remercier tous, messieurs. On remarquera que que le public féminin est assez restreint aujourd'hui. Mais merci à tous, merci à Ten, merci à Alexis pour sa patience et sa bienveillance. Et merci à vous d'avoir témoigné. On vous retrouve bientôt tous pour une prochaine émission de Startinov Inside. Exactement. Merci Virginie pour l'animation, bravo. Merci.